Restaurant Les Muses, Paris 8e. C'est un soir de janvier quand Pierre Dubois, magnat de l'immobilier avec 200 millions d'euros de patrimoine, ordonne à la serveuse d'appeler la police pour faire arrêter un client qui s'est plaint du service. L'arrogance dans son regard est palpable tandis qu'il déclare « Personne ne me dit non dans ma maison ». Mais Camille Moreau, serveuse de 26 ans avec 2 diplômes universitaires et le rêve brisé d'ouvrir un restaurant, ne baisse pas les yeux. Ce qui se passe quand elle se penche vers lui et lui chuchote quelque chose à l'oreille laisse tout le restaurant de luxe sans voix. Un millionnaire qui croit posséder le monde va découvrir qu'il existe des choses que l'argent ne peut pas acheter. Pierre Dubois possédait Paris morceau par morceau, immeuble après immeuble, comme un Monopoly géant où il avait acheté toutes les propriétés. À 40 ans, son empire immobilier valait 200 millions d'euros et continuait de croître chaque jour. Tour de verre dans le quartier de la Défense, hôtel particulier dans le 16e, appartement de luxe à Saint-Germain. Sa signature était imprimée sur la moitié de la ville. Mais son royaume le plus précieux était Les Muses, le restaurant étoilé qu'il avait acquis 3 ans auparavant au cœur du Triangle d'Or. Non par passion culinaire, mais pour posséder un autre symbole de son pouvoir. Un lieu où les riches de Paris venaient se voir et être vus, où un dîner coûtait un salaire moyen et où Pierre pouvait s'asseoir à sa table attitré comme un empereur sur son trône. Ce soir de janvier, le restaurant brillait comme un joyau. Des lustres en cristal de baccarat pendaient du plafond peint. Des nappes de lin belge recouvraient des tables en marbre de Carrare. L'argenterie ancienne reflétait la lumière douce des bougies. Chaque détail criait le luxe. Chaque élément avait été choisi pour impressionner et intimider. Pierre était assis à sa table d'angle, celle avec vue panoramique sur la salle, vêtu d'un costume Hermès de 5 000 € qui lui allait comme une seconde peau. Ses yeux sombres scrutaient la salle avec l'expression de celui qui possède tout ce qu'il voit. Banquiers, industriels, people de la télévision, tous venaient lui rendre hommage, tous cherchaient ses faveurs, tous savaient que Pierre Dubois était un homme qu'il ne fallait pas contrarier. Son arrogance était aussi légendaire que sa richesse. Il n'acceptait pas les refus, ne tolérait pas les objections, ne supportait pas qu'on remette en question son autorité. « Personne ne me dit non » était sa devise, répétée si souvent qu'elle était devenue la marque de sa personnalité toxique. Mais ce soir, tout en sirotant un château d'Yquem à 1 000 € la bouteille, Pierre ne savait pas qu'il allait rencontrer la première personne de sa vie qui lui dirait non. Et ce ne serait pas un autre millionnaire, ni un politicien influent, ni un magnat des médias. Ce serait Camille Moreau, la serveuse qui avait servi à ses tables pendant 2 ans en restant complètement invisible à ses yeux. Camille avait 26 ans et 2 diplômes universitaires, un en gestion d'entreprise à HEC Paris et un en sciences gastronomiques à l'Institut Paul Bocuse. Son rêve était d'ouvrir un petit restaurant familial, un endroit où la nourriture serait faite avec amour et où les gens se sentiraient chez eux. Mais les rêves coûtaient cher et les prêts bancaires étaient difficiles à obtenir pour une jeune femme sans garantie. Alors Camille servait aux tables pour 7 € de l'heure, souriant à des clients qui dépensaient pour un dîner ce qu'elle gagnait en 3 mois. Elle portait l'uniforme noir avec le tablier blanc, gardait ses cheveux rassemblés en un chignon impeccable et se déplaçait entre les tables avec la grâce silencieuse de celle qui sait être invisible. Mais Camille observait tout. Elle voyait comment les riches traitèrent les pauvres, comment le pouvoir corrompait l'âme, comment l'arrogance croissait proportionnellement au compte en banque. Et Pierre Dubois était l'exemple parfait de tout ce qu'elle méprisait. Un homme qui croyait que l'argent lui donnait le droit de piétiner la dignité d'autrui. Le soir qui allait tout changer commença comme les autres. Pierre était assis à sa table, entouré de flatteurs qui buvaient ses paroles. Il venait de conclure une affaire de 50 millions pour un gratte-ciel dans le quartier d'affaires et se sentait invincible. Mais l'invincibilité, Camille le savait, était souvent le prélude à la chute. Le destin arriva sous la forme d'un client mécontent qui osa se plaindre du poisson peu cuit. Une erreur minime, facilement réparable, qui dans n'importe quel autre restaurant aurait été gérée par un simple échange d'assiettes.
Mais Pierre Dubois ne tolérait pas qu'on critique sa propriété. Et ce qu'il fit ensuite allait déclencher une réaction qu'il n'avait pas prévue. Le client mécontent était un homme élégant d'une 50aine d'années qui avait commandé un bar en croûte de sel. Quand le poisson arriva à table, la cuisson n'était pas parfaite. La chair était encore translucide au centre. Une erreur qui arrive, un problème facilement résoluble. L'homme appela discrètement Camille et avec politesse lui fit remarquer le problème. Il n'éleva pas la voix, ne fit pas de scandale, demanda simplement que le plat soit mieux cuit. Camille hocha la tête avec compréhension et se dirigea vers la cuisine pour parler au chef. Mais Pierre Dubois avait observé toute la scène depuis sa table. Ses yeux s'étaient plissés en voyant le client faire signe à Camille, et quand elle s'était approchée pour écouter la plainte, le visage de Pierre s'était assombri comme un nuage d'orage. Personne n'osait critiquer les muses. Personne n'osait remettre en question la qualité de son restaurant. Et surtout, personne n'osait gâcher l'atmosphère de sa soirée parfaite avec des plaintes banales. Pierre se leva de table avec des mouvements brusques, le visage rougi par la colère et le vin. Ses invités le regardèrent avec inquiétude, sentant dans l'air la tempête qui allait se déchaîner. D'un pas décidé, il traversa la salle, chaque pas résonnant sur le parquet comme un tambour de guerre. Il arriva à la table de l'homme, juste au moment où Camille revenait de la cuisine, avec les excuses du chef et l'assurance que le plat serait refait immédiatement. Mais Pierre n'avait pas l'intention de laisser la situation se résoudre par la diplomatie. Il s'arrêta à côté de la table, dominant l'homme assis de toute sa hauteur, et sa présence intimidante. Sa voix, quand il parla, était si chargée de mépris que toutes les tables environnantes se turent pour écouter. La conversation qui suivit fut un crescendo d'arrogance. Pierre se présenta comme le propriétaire et accusa l'homme de diffamation commerciale pour une simple observation sur la cuisson du poisson. L'homme tenta d'expliquer poliment qu'il n'y avait aucune intention offensante, mais Pierre était déjà hors de contrôle. L'escalade atteignit son paroxysme quand Pierre, habitué à être obéi sans discussion, ne put concevoir que quelqu'un se permette de critiquer sa propriété. Son esprit, obscurci par l'ego et le vin, interpréta une plainte légitime comme une attaque personnelle contre son prestige. C'est alors qu'il ordonna à Camille d'appeler la police pour faire arrêter le client pour trouble à l'ordre public et diffamation. L'absurdité de la demande était évidente pour tous. Appeler la police pour un poisson peu cuit frisait le ridicule. Camille resta immobile, le plat refait encore à la main, les yeux allant de Pierre au client confus. Toute la salle était maintenant silencieuse, témoin de cette scène surréaliste de morgue gratuite. Pierre, voyant l'hésitation de Camille, éleva encore plus la voix en lui ordonnant d'appeler immédiatement la police. Son ton n'admettait pas de réplique, c'était le ton de celui qui était habitué à être obéi sans discussion. C'est à ce moment que Camille prit la décision qui allait tout changer. Elle posa délicatement l'assiette sur la table, redressa le dos, et pour la première fois en 2 ans, regarda Pierre Dubois droit dans les yeux. « Non », dit-elle d'une voix calme mais ferme. Le mot tomba dans le silence de la salle, comme une bombe. Pierre resta paralysé, convaincu d'avoir mal entendu. Personne, en 40 ans de vie, ne lui avait jamais dit non si directement, si publiquement, si définitivement. Sa voix, quand il réussit à parler, était un chuchotement dangereux qui révélait l'incrédulité face à une rébellion qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Camille fit un pas en avant, s'approchant de Pierre jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. Ce qu'elle lui chuchota à l'oreille ne fut entendu que par lui, mais l'effet fut dévastateur. Le visage de Pierre pâlit, ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois de sa vie, l'homme le plus arrogant de Paris resta sans voix. Camille se pencha légèrement vers Pierre, assez près pour que lui seul puisse entendre ses mots, mais assez visible pour que toute la salle puisse voir la scène. Le contraste était puissant. La serveuse humble s'adressant au millionnaire arrogant, l'uniforme simple contre le costume de luxe, le calme contre la fureur. Ce que Camille chuchota à l'oreille de Pierre fut une leçon de dignité condensée en quelques phrases cinglantes.
Elle lui expliqua qu'il pouvait posséder le restaurant mais pas les personnes, que l'argent n'achetait pas le droit d'humilier un client innocent, qu'elle était une personne libre et n'exécutait pas d'ordres injustes. Les mots frappèrent Pierre comme des gifles glacées. Personne dans sa vie adulte ne lui avait jamais parlé avec cette combinaison de respect et de fermeté absolue. Ce n'avaient pas été des mots de défi crié ou de rébellion dramatique. Ils avaient été prononcés avec la dignité silencieuse de celle qui connaît sa propre valeur, indépendamment du compte en banque. Pierre recula d'un pas, le visage passant du rouge de la colère au blanc du choc. Son esprit, habitué à calculer profits et pertes, n'arrivait pas à traiter ce qui se passait. Une serveuse venait de lui tenir tête devant une salle pleine de témoins. Il balbutia quelque chose sur le licenciement, mais Camille répondit avec sérénité qu'elle ne voulait plus travailler pour quelqu'un qui traitait les gens comme des objets de sa propriété. Elle se tourna vers le client qui avait déclenché toute la scène, l'assurant que son bar serait prêt dans 5 minutes, cuit à la perfection. Pierre resta immobile, regardant Camille se diriger vers la cuisine avec la même grâce avec laquelle elle avait servi à ses tables pendant 2 ans. Mais maintenant, cette grâce avait une dignité nouvelle, une autorité qui n'avait rien à voir avec le pouvoir économique. Les autres clients du restaurant suivaient la scène avec un silence électrique. Certains cachaient des sourires d'approbation. D'autres semblaient choqués par l'audace de la jeune femme. Mais tous savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose de rare, une leçon de dignité humaine dans un monde où tout semblait avoir un prix. Pierre tenta de sauver la face en ordonnant aussi au client de partir, mais l'homme se leva calmement et avec dignité. Avant de sortir, il s'arrêta pour dire qu'il avait mangé dans les meilleurs restaurants du monde, mais n'avait jamais vu un propriétaire se comporter de manière si impolie. Ces mots finaux résonnèrent dans la salle comme une sentence. Cette fille valait plus que tous les millions de pierres réunies. Camille réapparut de la cuisine avec le bar parfaitement cuit, mais le client était déjà parti. Elle sourit et proposa de servir la spécialité du chef aux autres tables, transformant un moment de tension en opportunité de service, démontrant que le vrai professionnalisme n'avait rien à voir avec la soumission. Pierre, complètement décontenancé, retourna en titubant à sa table. Ses invités le regardaient avec des expressions allant de l'embarras à la curiosité. L'homme qui avait toujours dominé chaque situation venait d'être humilié par une serveuse de 26 ans. Mais la soirée n'était pas finie. Camille avait encore quelque chose à dire, et ce qu'elle ferait dans les minutes suivantes laisserait une marque indélébile dans la mémoire de tous les présents. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el video. Camille termina son service avec un professionnalisme impeccable, servant les autres tables comme si rien ne s'était passé. Mais chacun de ses gestes était différent. Elle marchait la tête plus haute, souriait avec plus de chaleur, parlait aux clients avec une assurance nouvelle. C'était comme si défier Pierre Dubois l'avait libérée de chaînes invisibles qu'elle ne savait même pas porter. Pierre, depuis sa table, ne pouvait s'empêcher de l'observer. La colère initiale laissait place à quelque chose de plus complexe, une confusion profonde sur qui était vraiment cette femme qui avait travaillé pour lui pendant 2 ans en restant complètement invisible. Quand le restaurant commença à se vider, Camille s'approcha de la table de Pierre pour la dernière fois. Ses invités étaient partis, le laissant seul avec ses pensées et son orgueil blessé. Camille commença à parler d'une voix respectueuse, mais ferme, racontant à Pierre la vérité sur la façon dont elle le voyait. Elle lui expliqua qu'en 2 ans de travail, il n'avait jamais su son nom, n'avait jamais demandé comment elle allait, si elle avait une famille ou des rêves. Pour lui, elle avait été invisible, un fantôme en uniforme qui remplissait les verres et apportait les plats. Mais elle l'avait observé. Elle avait vu comment il traitait les personnes qu'il considérait comme inférieures, avait vu son arrogance grandir jour après jour. Ce soir, elle avait vu un homme si riche en argent et si pauvre en humanité qu'il ne pouvait même pas supporter une critique polie sur un plat mal cuisiné. Les mots de Camille étaient précis comme des bistouris, ils coupaient sans crier, blessaient sans violence.
Pierre se sentait nu, exposé, vu pour ce qu'il était vraiment. Camille continua en expliquant que Pierre croyait que l'argent lui donnait le droit de posséder les personnes, mais il se trompait. L'argent lui avait acheté le restaurant, les vêtements chers, le respect faux de ceux qui avaient besoin de son argent. Mais il ne lui avait pas acheté le droit de piétiner la dignité humaine. Puis vint la phrase qui brisa quelque chose en Pierre. Camille lui dit que la différence entre eux était qu'il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais qu'elle avait quelque chose qu'il n'aurait jamais, le respect de soi-même. Pierre sentit quelque chose s'effondrer en lui. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la frustration. C'était quelque chose de plus profond. La reconnaissance douloureuse d'une vérité qu'il avait passé 40 ans à nier. Désespérément, il tenta de réparer en offrant à Camille une augmentation, mais elle sourit avec douceur en expliquant que ce n'était pas une question d'argent, mais de dignité. Et la dignité n'avait pas de prix. Quand Camille révéla qu'elle avait 2 diplômes universitaires, Pierre fut choqué. La femme qui avait servi à ses tables pendant 2 ans était plus éduquée que beaucoup de ses invités. Elle avait travaillé pour 7 € de l'heure tout en rêvant d'ouvrir un restaurant. Et il ne s'en était jamais aperçu. À sa question sur pourquoi elle ne le lui avait jamais dit, Camille répondit simplement qu'il ne le lui avait jamais demandé. Et même s'il l'avait fait, aurait-il jamais pris au sérieux la serveuse avec 2 diplômes universitaires? Pierre ne sut quoi répondre. Il savait que la réponse était non. Camille défit son tablier et le posa sur la table d'un geste définitif. Ces mots finaux furent une leçon de vie. Le monde était plein de personnes extraordinaires qu'il considérait comme invisibles seulement parce qu'elles ne portaient pas de vêtements chers. Il était peut-être temps de commencer à les voir. Et sur ces mots, Camille Moreau sortit des muses pour la dernière fois, laissant derrière elle un millionnaire qui, pour la première fois de sa vie, se demandait qui il était vraiment. Les jours suivants furent les plus étranges de la vie de Pierre Dubois. Pour la première fois en 40 ans, il n'arrivait pas à se concentrer sur ses affaires. Les mots de Camille résonnaient dans sa tête comme un écho persistant, perturbant chacune de ses activités. Assis dans son bureau, au 30e étage d'un gratte-ciel qu'il possédait, il regardait Paris d'en haut et se demandait combien d'autres personnes extraordinaires marchaient dans ces rues sans qu'il s'en aperçoive. Combien d'autres Camille avait-il ignoré dans sa course vers le succès? Ses employés remarquèrent le changement. Pierre, habituellement impérieux et exigeant, semblait distrait, presque fragile. Il ne criait plus d'ordre, ne faisait plus de scènes pour des retards minimes. Quelque chose avait changé, mais personne n'arrivait à comprendre quoi. Pour la première fois de sa vie, Pierre se mit à chercher des informations sur quelqu'un d'autre sans arrière-pensées économiques. Il découvrit que Camille vivait dans un studio en banlieue, qu'elle envoyait une partie de ses gains à sa mère malade en Provence, qu'elle avait refusé des offres d'emploi mieux payées pour rester près de Paris, où elle espérait réaliser son rêve. Il découvrit aussi que sa thèse de fin d'études en sciences gastronomiques portait sur la durabilité dans la restauration moderne, un sujet qui révélait une passion authentique pour le secteur qui allait bien au-delà du simple travail. Camille n'était pas seulement une serveuse avec 2 diplômes, c'était une visionnaire qui rêvait de changer la façon dont les gens pensaient à la nourriture. Mais ce qui frappa le plus Pierre fut de découvrir que Camille avait refusé une offre d'emploi comme manager dans une chaîne de restaurants parce qu'elle préférait servir aux tables avec dignité plutôt que diriger sans passion. Cette révélation fut comme un coup de poignard pour Pierre. Camille avait choisi l'humilité et l'authenticité plutôt que le pouvoir et l'argent. Elle avait fait exactement le contraire de ce qu'il avait fait toute sa vie. Un soir, en marchant sans but dans les rues de Paris, Pierre se retrouva devant une petite brasserie dans le Marais. À travers la vitrine, il vit Camille servir aux tables, mais son attitude était complètement différente. Elle souriait sincèrement, parlait aux clients comme à des amis, transformait le simple acte de servir en un moment de connexion humaine. Pierre entra et s'assit à une table d'angle, espérant ne pas être remarqué. Mais Camille le vit immédiatement. Pendant un moment, leurs yeux se croisèrent, puis elle s'approcha avec la même grâce professionnelle que toujours.
Pierre lui dit qu'il voulait lui parler, et quand elle répondit qu'elle était en service, mais pouvait lui conseiller les plats, il commanda quelque chose au hasard. Ce qu'il voulait, c'était trouver le courage de dire ce qu'il avait compris. Quand Camille revint avec son plat, Pierre l'arrêta en l'appelant par son prénom pour la première fois. Il lui dit qu'il était désolé pour tout, de ne l'avoir jamais vue, d'avoir pensé que l'argent lui donnait des droits sur ses employés, de n'avoir découvert qu'aujourd'hui qu'elle était extraordinaire. Camille s'assit à côté de lui et lui demanda ce qui l'avait vraiment poussé à la chercher. Pierre hésita, puis décida d'être honnête. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui avait fait voir qui il était vraiment, et il n'avait pas aimé ce qu'il avait vu. À la question de Camille sur pourquoi son opinion devrait lui importer, Pierre répondit avec fermeté qu'elle était la première personne qu'il avait rencontrée qui possédait quelque chose qu'il n'arrivait pas à acheter. Et il voulait apprendre comment faire pour l'avoir. 6 mois après cette conversation dans la petite brasserie, la vie de tous les deux avait changé de façons inattendues. Pierre avait entamé un processus de transformation personnelle qui l'amenait à revoir complètement ses priorités et ses valeurs. Les muses lui appartenaient encore, mais il le gérait maintenant de manière complètement différente. Il avait introduit des salaires équitables pour tous les employés, des avantages sociaux, des programmes de formation. Il avait transformé le restaurant d'un symbole d'arrogance en modèle de gestion éthique. Mais le changement le plus significatif était personnel. Pierre avait commencé à voir les personnes qui travaillaient pour lui, à connaître leurs noms, leurs histoires, leurs rêves. Il avait découvert que son chauffeur rêvait d'ouvrir une auto-école, que sa secrétaire écrivait des poèmes pendant son temps libre, que le portier de son immeuble peignait des tableaux extraordinaires. Camille, de son côté, avait reçu une proposition qui avait changé sa vie. Pierre lui avait offert de devenir sa partenaire dans la gestion des muses, non pas comme employé, mais comme associé à égalité. Il lui avait proposé de transformer le restaurant selon sa vision de durabilité et d'authenticité. Initialement, Camille avait refusé, méfiante des motivations de Pierre. Mais quand il lui montra les contrats qui lui donnaient 50% de la propriété du restaurant sans aucun investissement de sa part, elle comprit que la proposition était sincère. Pierre lui avait expliqué qu'il avait compris que le vrai succès ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne. Et elle pouvait donner à cet endroit l'âme qu'il n'avait jamais réussi à avoir. La transformation des muses sous la direction conjointe de Pierre et Camille devint légendaire. Le restaurant conserva son élégance, mais acquit une chaleur humaine qu'il n'avait pas avant. Le menu devint durable, les fournisseurs locaux, l'atmosphère accueillante, sans perdre le raffinement. Mais surtout, il devint un endroit où la dignité humaine était respectée à tous les niveaux. Les serveurs étaient traités comme des professionnels, les clients comme des invités bienvenus, la nourriture comme une expression d'art et de passion. 1 an plus tard, les Muses reçut sa 2e étoile Michelin, cette fois non pas pour l'ostentation du luxe, mais pour l'excellence authentique de l'expérience culinaire et humaine. Pendant la soirée de célébration, Pierre se leva pour faire un discours devant des journalistes, des critiques gastronomiques et des personnalités de la haute société. Il dit que cette étoile ne lui appartenait pas, mais à Camille Moreau, qui avait eu le courage de dire non à un homme arrogant et de lui enseigner que le vrai succès ne s'achète pas avec de l'argent. Il se tourna vers Camille et ajouta qu'1 an auparavant, elle lui avait dit que la dignité n'avait pas de prix. Maintenant, il voulait ajouter que la dignité est le seul vrai capital qui vaille la peine d'être accumulé. Les applaudissements qui suivirent furent les plus longs et sincères que les Muses aient jamais entendus. Mais pour Camille et Pierre, le vrai succès n'était pas dans les étoiles Michelin ou les applaudissements. Il était dans le respect mutuel qu'ils avaient construit, dans la transformation authentique qu'ils avaient vécue, dans la démonstration que même les personnes peuvent changer quand elles trouvent quelqu'un disposé à les voir pour ce qu'elles pourraient devenir. Camille avait appris qu'il vaut parfois la peine de tout risquer pour ses principes. Pierre avait appris que « personne ne me dit non » est une phrase que seuls les imbéciles prononcent. Parce que les meilleures personnes de la vie sont précisément celles qui ont le courage de vous dire non quand vous vous trompez.
et la sagesse de vous dire oui quand vous méritez une seconde chance. Leur restaurant devint un symbole de la façon dont les affaires peuvent être menées avec éthique et humanité. Mais surtout, il devint la preuve vivante que quand l'arrogance rencontre l'humilité et que l'humilité a le courage d'élever la voix, quelque chose de beau peut naître. La serveuse humble avait donné au millionnaire arrogant la leçon la plus précieuse de sa vie, que le vrai pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à faire ressortir le meilleur d'eux. Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez un like. Partagez dans les commentaires. Avez-vous déjà dû dire non à quelqu'un de plus puissant que vous? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer? Abonnez-vous et activez la cloche pour d'autres histoires qui montrent comment le courage et la dignité peuvent tout changer. Souvenez-vous, Camille a prouvé que personne ne peut nous acheter si nous ne nous vendons pas. Parfois, la leçon la plus importante vient de la personne qu'on attend le moins.